Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk où nous allons parler des runes. Une vidéo qui est attendue de tout le monde, une vidéo qui m'a été sollicitée de tout le monde, si bien que j'ai essayé vraiment de faire au maximum pour vous proposer cet avis et mon retour après une dizaine d'heures de jeu. Est-ce que finalement Erune est le digne successeur d'HeroQuest? Est-ce qu'il vaut mieux aller sur HeroQuest 2022 qui sort par Pixie Game ou alors directement aller sur Erune puisque c'est le renouveau d'HeroQuest? Tout, je vous dis tout, juste après le générique. Allez, c'est parti! Erune est le premier jeu qui est sorti des éditions Arcadia Studio. C'est un studio français qui s'est basé directement sur Kickstarter pour nous procurer cette expérience qu'est Erune. Erune, c'est quoi? C'est un jeu de 1 jusqu'à 5 joueurs pour des parties qui avoisinent les 60 à, on va dire, 2 heures, 2 heures et demie par donjon. Tout dépend de quel donjon vous allez faire, etc. C'est un jeu narratif aventure qui vous propose deux modes de jeu, soit de l'appréhender en solo coopération, ou soit de l'appréhender en mode opposition, c'est-à-dire avec un maître d'ombre, ainsi que le camp des héros. Mais laissez-moi d'abord vous conter ce qu'est Erune. Le petit background d'Erune, vous allez jouer des guerriers contre un maître des ombres. Mais pourquoi pas, puisque le maître des ombres, c'est l'incarnation d'un royaume trop longtemps oublié. Tintatin, il refait surface, la magie des ombres contrôle des légions de monstres, et vous, aventuriers, vous allez devoir vous frayer un chemin à travers des donjons, combattre des ennemis, rechercher des trésors, essayer de tuer des monstres de plus en plus puissants, tout ceci dans le but de contrecarrer les plans du maître des ombres. Attention, vous allez être guidé par la voix des runes, qui est une voix digitalisée avec application, qui va justement vous guider durant toute votre aventure. Vous l'avez donc compris, Erune reprend un tout petit peu l'aspect des dungeon crawlers, des jeux d'aventure, avec ce petit côté rétro geek qu'on a pu connaître avec pourquoi pas Secret of Evermore, avec les Zelda et avec surtout les Golden Axe. Mais tout ceci, comment ça se joue bien évidemment avec l'application. Avant toute chose et avant de vous montrer, il y aura un tout petit peu de spoils. Pourquoi? Parce que je suis dans l'obligation de vous montrer grosso modo comment interagir avec l'application d'Erune. Donc je ne vais pas vous montrer les événements clés d'un scénario, mais je vais vous montrer grosso modo la fouille et surtout tout ce qu'on peut trouver dans des salles, etc. Sachant que tout ceci est aléatoire et du coup il y aura zéro spoil entre guillemets, si ce n'est que le dévoilement de la map, parce que les maps malheureusement vont rester les mêmes. Il n'y a pas de chose qui va changer dans les maps, mais très sincèrement, je suis dans l'obligation de vous montrer la chose, sinon vous n'allez rien comprendre. Par contre, et avant de commencer, si vous voulez une partie complète, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires et je tournerai du coup là incessamment sous peu pour vous montrer grosso modo ce qu'est la première quête avec des noms. Donc mettez-moi des noms de deux héros que vous souhaitez, voilà, et puis on partira sur deux héros avec une quête si ça vous intéresse. Allez maintenant, place à comment se joue Erune et un petit focus là-dessus. Voici ce que vous allez avoir dans une boîte d'Erune. Enfin, pas totalement bien évidemment, mais vous allez avoir tout ceci dans un setup. Le setup vous donne à chaque fois les tuiles de départ, comment vous allez commencer la chose. Mais surtout, avant de commencer, vous allez prendre une fiche de personnage comme celle-ci. La fiche de personnage va vous permettre de nommer votre héros, de mettre le personnage, donc entre guillemets, comprenez sa classe, le rang de l'arme, le niveau ainsi que le rang de protection, rang de armes et de protection qui vont à la fois vous donner vos jets d'attaque et le jet de défense pour pouvoir vous équiper. Tout comme une sorte de hack and slash de style Diablo. Si vous avez une armure de rang 2, il va falloir avoir un rang de protection de niveau 2, sinon il ne sera pas possible de s'équiper la chose. Des substances qui vont vous permettre d'être plus fort ou alors pas du tout. Des équipements et artefacts qui vont vous permettre de vous déplacer plus vite, de déminer des pièges, etc. Bien évidemment de l'or, des potions, ainsi que des runes. Donc là, vous allez avoir une fiche de personnage qui va vous donner vos points aussi d'expérience qui vont vous permettre de monter au fur et à mesure des quêtes de gagner de l'expérience. Des points de vie qui sont ici les cœurs, des points de stamina qui sont ici les éclairs qui vont vous permettre, si vous connaissez un tout petit peu descente, d'améliorer vos jets de dés ou alors de faire des talents supplémentaires en dépensant des éclairs, et puis les points de mana qui vont vous permettre de faire des habilités ou alors utiliser votre magie. Donc chaque joueur va prendre une carte comme celle-ci, et ensuite vous allez prendre bien évidemment vos personnages. Alors là on va prendre le guerrier par exemple pour ses caractéristiques, donc on voit qu'on est de niveau 1, il commence avec tout ceci. Il maîtrise l'arme et la protection de rang 1, donc tout ceci c'est semblable à tout le monde, mais il a 3 aptitudes, à savoir baroudeuse, art du combat et dur à cuire.
dur à cuire pardon, et baroudeuse, il va falloir dépenser des points ici de mana pour pouvoir les faire. Par contre, l'art du combat, vous pouvez le faire quand vous le souhaitez et quand c'est possible. S'ajoute à cela bien évidemment une compétence qu'il maîtrise. Vous allez en avoir 5 dans une boîte de base qui correspond à son deck qui est directement attitré comme celui-ci. Et dans une boîte, vous allez avoir différentes compétences. Tout ceci, c'est différentes compétences. Gardant à l'esprit que moi j'ai la boîte héroïque, donc il y a plus de compétences bien évidemment à l'intérieur, mais vous allez avoir des attaques éclairs, des bonnes fortunes, des résiliences insaisissables, contre-coups, à savoir que tout ceci vont changer par rapport à chaque héros que vous allez prendre. C'est normal, c'est différentes classes que vous allez avoir à l'intérieur. Certains talents vont vous recommander d'avoir au préalable un riposte pour pouvoir l'utiliser, etc. Donc tout ceci vous permet de construire et d'évoluer votre personnage. Donc ça, c'est super important dans un jeu d'aventure. On va avoir des compétences aussi magiques, à savoir que l'archer ici, lui, a de la téléromancie, ce qui va lui permettre de commencer avec deux trucs de niveau 1, à savoir de la sève de cicatrisation, l'immobilisation, la détérioration naturelle. Et pour l'utiliser, vous allez pouvoir les utiliser une fois durant la quête du donjon, donc à utiliser bien évidemment avec parcimonie. Vous commencez bien sûr avec les points de vie, etc. Quand vous allez jouer avec le maître des ombres, il va avoir un paravent comme celui-ci. Le paravent va lui permettre de récapituler directement le nombre d'aptitudes qu'il va avoir, surtout le nombre d'actions qu'il va avoir. De part et d'autre, les héros vont faire 2 actions et le maître des ombres va faire 2 actions. Le maître des ombres va pouvoir faire 2 actions avec ses monstres, à savoir les actions de déplacement, les actions de combat, ou alors se préparer au combat. Quand on se prépare au combat, on met fin de tour au monstre et ensuite on récupère un point de stamina qui se trouve ici, puisque le monstre lui aussi, la zone d'ombre, le maître d'ombre va pouvoir essentiellement activer des choses supplémentaires. Vous allez avoir des talents passifs, mais le maître d'ombre va surtout avoir le livret de quête, tout comme à HeroQuest, où vous allez avoir des maps à l'intérieur. Vous voyez, il y a plein de petits maps, et là je tourne assez vite pour pas vous spoiler, qui vont vous permettre de voir que là il y a un danger. Donc si le héros vient ici, hop, vous lui dites chute, et je dis à Erune qu'il y a un danger, le danger va s'activer. On ne sait toujours pas ce que le piège réserve. Ça peut être des fléchettes empoisonnées, ça peut être des murs qui commencent à se renfermer, ou ça peut être catastrophique comme des oubliettes où il faudra bien évidemment sortir. S'ajoute à cela que vous jouez en solo ou alors en coop ou alors en affrontement, le pacte avec les ombres. Le pacte avec les ombres, c'est ce qui va vous permettre de passer un pacte avec, entre guillemets, le diable pour faire une résurrection, la purification ou la ressource cachée. Gardant à l'esprit que plus vous allez faire des choses à l'intérieur et plus vous allez avoir des cartes d'ombre qui sont comme celle-ci. Les cartes d'ombre, c'est quoi? C'est uniquement un handicap qui vous dit que dès que vous allez avoir des stamina, vous allez d'abord les positionner ici. Dès que vous avez positionné 3 stamina, vous défaussez directement la carte. Donc si vous en prenez par exemple 3, c'est 9 stamina à dépenser avant de pouvoir activer vos talents. Et vous voyez que là, c'est un peu compliqué puisque vos talents s'activent bien évidemment avec les stamina. On va voir directement les actions que peuvent faire bien évidemment les joueurs. Ensuite, on verra comment tout ceci joue. Vous pouvez vous déplacer. Il y a des actions qui sont uniques, à savoir une fois durant votre tour, et des actions vous pouvez faire un nombre incalculable de fois quand c'est gratuit, ou alors par exemple quand vous pouvez fouiller, etc. Donc par exemple, une action qui est unique, c'est de se déplacer. Quand on se déplace, on a toujours un jet de déplacement à faire, plus 4 de base pour l'ensemble des héros. Ce plus 4 pourra bien évidemment au fur et à mesure de vos aptitudes de gain de niveau augmenter pour vous donner de base 5, 6, 7, etc. On lance le dé et ensuite on regarde. Donc là, je fais 5 plus 4 initial, ça fait 9. Je peux me déplacer. Certains personnages peuvent se déplacer de manière orthogonale et diagonale, mais de base, vous êtes dans l'obligation de vous déplacer de manière orthogonale, c'est-à-dire comme ça en avant, en arrière, droite ou gauche, mais pas en diagonale. L'archer, lui, par exemple, peut se déplacer en diagonale puisqu'il est agile. Donc ça, il n'y a pas de problème. Quand vous vous déplacez, entre guillemets, vous pouvez ensuite mettre fin à votre déplacement quand vous allez faire une autre action, c'est-à-dire par exemple combattre ou alors fouiller. Donc ça vous donne, ça vous met fin à votre action de déplacement. Par contre, si vous voulez faire un événement Erune comme celui-ci, qui est le petit symbole comme ça, vous ne mettez pas fin à votre déplacement, c'est une action gratuite. Et ensuite, vous pouvez vous déplacer, à savoir que les portes ne s'ouvrent pas avec une action, ça s'ouvre avec un point de déplacement directement, ce qui vous permet de rendre un peu plus le jeu très fluide. Vous pouvez ensuite attaquer. Quand vous attaquez, vous allez avoir des zones qui sont attenantes. Attenante, ça veut dire quoi? C'est la zone qui se trouve ici à gauche, ici en haut et ici à droite. Toutes les zones adjacentes sont les zones que vous trouvez ici quand vous allez vous défendre.
Et les zones arrière qui se trouvent ici, c'est une zone de dos. Une zone de dos, c'est quoi? C'est une zone qui va vous rendre un tout petit peu fébrile et qui, selon les compétences, va vous donner du fil à retordre, etc., notamment du côté des monstres. Donc tout ceci, vous pouvez faire. Vous pouvez bien sûr vous attaquer. Quand vous attaquez, vous lancez le nombre de dés noirs que vous faites. Si vous faites des symboles boucliers, vous vous protégez. Quand en attaque, vous faites des symboles boucliers, ils ne servent à rien a fortiori. Mais quand vous faites des crânes, vous infligez potentiellement un dégât. Et quand vous faites un éclair, vous récupérez un point de stamina. Quand vous allez vous défendre, c'est uniquement le point ici de bouclier qui prône. Par contre, si vous ne prenez pas de dégâts, par exemple, on fait que des boucliers en attaque, vous êtes dans l'obligation quand même de faire un jet de défense. Pourquoi? Parce que si vous tombez sur un éclair comme ça en jet de défense, vous récupérez quand même de la stamina. Et ça, c'est pas négligeable, mesdames et messieurs, c'est quand même gratuit. Il faut les récupérer. Voici grosso modo ce que vous pouvez faire. Maintenant, pour vous montrer la fouille, etc., il va falloir que je lance l'application pour vous montrer grosso modo comment se passe la fouille. Gardez en l'esprit que vous avez aussi durant une partie de la quête un feu de camp. Une fois par quête et uniquement une seule fois, vous pouvez établir un feu de camp sur une tuile où il n'y a pas de monstre pour dépenser votre XP et pourquoi pas regagner un tout petit peu de points de vie ou des points de mana. Quand c'est fini, vous retournez, voilà, vous brisez votre feu de camp et vous repartez à l'aventure. Je trouve ça super sympa d'avoir un système de sauvegarde où vous faites un feu de camp dans le souterrain et vous reprenez un peu votre marche à suivre, donc c'est assez cool. On va ensuite avoir des compétences comme ça de monstres, des rats, des gobelins qui vont avoir des compétences supplémentaires, à savoir l'escalade, l'esquive, la nuée, qui sont uniquement pour le maître de jeu, mais aussi quand vous allez jouer en solo, vous allez bénéficier bien évidemment de ces choses. Allez, on va quand même lancer l'application pour vous montrer grosso modo d'autres choses qu'on peut faire durant les choses. Voilà. Allez, Erune, ça commence, c'est la boîte héroïque bien évidemment parce qu'on l'a scanné. On va lancer une partie qui se trouve ici. Maître des ombres vs les aventuriers, c'est pas le cas. On va faire aventurier solo et coop. Si vous voulez pas vous prendre la tête et si vous voulez vraiment éviter de vous spoiler, là je vais lancer l'introduction, donc quittez carrément ou baissez le son et vous allez revenir ensuite dès que l'intro est finie. On va faire le moulin de Dolan. Donc le moulin de Dolan, on va récupérer l'archer, classe maîtrisée aucune niveau 1, guerrière, classe maîtrisée aucune niveau 1, et on part sur l'aventure et je vous laisse avec le compteur. Le moulin de Dolan. Vous êtes sur le chemin Torival, un paisible village perché au cœur des montagnes, et vous profitez des paysages grandioses qui vous entourent. Mais la voix agacée d'une vieille femme interrompt votre émerveillement. Vous la voyez sortir de son moulin à la hâte, et, croisant votre regard, elle vous fait de grands signes. La meunière vous explique que son moulin est envahi par des rongeurs de taille inhabituelle, dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Il n'en faut pas plus pour attiser la bravoure qui vous anime et, sans hésiter, vous la suivez jusqu'à la trappe menant au sous-sol du moulin. La quête, le moulin de Dolan, commence. Le tour 1 commence. Maître des ombres, votre objectif est de tuer ou blesser chacun des aventuriers. La phase du maître des ombres commence. Le talent maîtrisé par les monstres cette partie est coup bas. Placez les cartes talents du maître des ombres sur la table. Les monstres les utiliseront dès que possible pendant toute la durée de la quête. Alors voilà, je vous ai laissé un tout petit peu avec le setup. Pourquoi? Parce que c'était vachement intéressant de vous montrer grosso modo ce qu'il y avait. Donc il y a du coup un setup que j'ai mis ici, parce que je le connaissais un tout petit peu. Voilà, ça nous a permis de gagner du temps. À savoir une armoire, ici un événement, ainsi qu'une porte qu'on va pouvoir ouvrir. Et puis nos aventuriers commencent ici avec le petit chapeau, hop, si je zoome, qui se trouve bien évidemment ici en haut. Ensuite, vous allez avoir deux notions, donc à savoir si l'aventurier examine le cellier, donc ici gratuitement, eh bien vous allez dire à l'appli « Mon aventurier examine le cellier », à savoir l'archer ou alors la guerrière. Et si vous voulez traverser la porte, il faudra dire à Erune, l'archer ou la guerrière ouvre la porte du couloir. Par contre, on peut fouiller la pièce, on peut fouiller bien évidemment l'armoire pour voir ce qui se passe. Alors là, c'est un peu compliqué, pourquoi? Parce que je commence avec un dé d'attaque et un dé de défense. Je n'ai pas d'arme, je suis carrément tout nu. Et on va se dire, on va peut-être essayer de fouiller, il y a peut-être des armes à l'intérieur. Donc encore une fois, ça va un tout petit peu spoiler sur les événements, pas du tout. Mais si je prends en considération celui-ci, il va vous spoiler un tout petit peu la chose. Très honnêtement et très sincèrement avec vous, ça ne va pas changer le cours du monde ni votre expérience de jeu. Donc là, c'est la quête la plus basique de chez basique de chez basique.
Mais on va essayer de faire ça en dernier, peut-être qu'on va trouver eh bien, des choses supplémentaires. Et vous voyez là le travail formidable qu'ont fait l'équipe avec la bande-son qui vous accompagne, hein, bande-son qui est signée bien évidemment Gaëtan. Donc je vais prendre mon archer ici, je vais lancer le dé de déplacement et je vais me déplacer pour une action. Je fais 3 plus 4, ça fait 7. Je vais faire 1, 2, 3. Je m'arrête ici. Je me retourne comme ça parce que j'ai le droit de me retourner gratos. Et ensuite, je vais fouiller l'armoire. Ne sait-on jamais, il peut y avoir des choses. Donc là, j'ai fait mes 2 actions d'office, ça sera fini avec lui. Hein. Donc je dis que l'archer fouille l'armoire. L'archer fouille l'armoire. Dans un recoin de l'armoire, vous ramassez une pièce d'or déformée. Avec 2 cristaux de mana. Avec un home. Alors voilà ce qu'on a trouvé. Donc cristaux de mana, on ne sait pas ce que c'est, mais on voit que c'est un commun. Les cristaux de mana sont précieux par les propriétés magiques qu'ils renferment. Ils sont l'allié des plus grands sorciers. Donc là pour le coup, hein, c'est plutôt pas mal. Là j'ai un home, par contre, eh bien, c'est un casque commun. Alors c'est super sympa parce que quand on va s'équiper, on peut mettre un casque, on peut mettre une tenue, on peut mettre un bouclier et on peut mettre une cape. Mais ce qui vous permet, entre guillemets, de vous renforcer en termes de défense. Mais là, vous voyez que c'est de niveau 2. Et en protection, moi, je suis niveau 1. Donc là, je ne peux pas l'équiper, mais j'ai gagné quand même un casque pour mon niveau 2, sachant que mon jet de défense me donnera à chaque fois plus un bouclier d'office. Donc ça, c'est super sympa. Mais la priorité qu'on voit ici est lourde. Ça veut dire que j'ai moins 1 en déplacement. Je me déplace de manière un peu lourde. Voilà, c'est un peu compliqué. Allez, on prend ici la guerrière qui va faire 6 plus 4, ça va faire 10. Et du coup, allez, je vais essayer de fouiller. Enfin, non, je vais essayer de voir ici ce qui se passe. Ok, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 7. Je me mets là, j'ouvre. Donc je dis finalement que le guerrier ouvre la porte du couloir. Allez, on va faire ça. Le guerrier ouvre la porte du couloir. Voilà, la porte de couloir est ouverte. On voit qu'on a tout ça. Donc 2 rats. Le 3e ici n'est pas là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à 3 joueurs. Une porte ici, un tonneau. Donc il me restait 3 à faire ici. Hein. Donc voilà, on va les mettre là-dessus. Où sont les petites tuilasses? Elles sont là. Donc hop, on va mettre ça ici, voilà, donc c'est à peu près ça. Ensuite, on va pousser juste ça pour que vous puissiez voir, voilà. On a ensuite ceci, et on a ensuite ceci. Un petit tonneau qu'on va pouvoir fouiller ici, mais surtout 2 rats, un ici, ainsi que un ici. Donc j'étais ici, j'ai dû faire 6 et 1, bon, j'ai dû faire 7 ou 10, je sais plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, voilà. Je me mets là, et je vais attaquer du coup ce rat. Quand j'attaque, j'ai 2 façons de procéder. Soit j'ai une attaque au corps à corps et je dois être dans une case attenante. C'est-à-dire, ici, je peux attaquer lui et lui, mais ici, je ne peux pas attaquer en diagonale. Ce n'est pas possible. Les cases attenantes, je vous ai expliqué, c'était devant, à gauche et à droite du héros. Là, ça marche, il n'y a pas de problème. Bien évidemment, si je suis comme ça ne marche pas. Hein. Je suis dos au monstre, donc ça ne marche pas. Je vais ensuite prendre ma caractéristique de compétence d'arme, donc j'ai que 1 dé. Et le rat ici, je vois qu'en défense, il n'a rien. Donc finalement, un crâne me suffit pour récupérer 1 point d'XP du rat, puisque je pourrais le tuer. Donc je lance le dé et je fais un bouclier. Voilà, allez, ça commence, c'est sordide. Heureusement que j'ai mon aptitude baroudeuse qui me permet lors d'une attaque de mêlée de modifier un résultat pour avoir un crâne. Mais ça me coûte quand même 1 de mana. Donc le mana, je mets là, elle commence avec 2 mana. Et je tue directement, hop, ce petit rat. Quand je tue le rat, je reprends ma carte ici de héros et ensuite je mets un point d'expérience. Donc vous voyez déjà comment vous pouvez un tout petit peu améliorer la chose avec vos compétences, etc. Hein, le hasard ici du Dungeon Crawler, on va dire, peut carrément se modifier. Là j'ai fini mes 2 tours, hein, mes 2 actions, voilà, je ne peux rien faire et là je mets tour suivant. Le tour de commence. Vous trouvez 10 pièces d'or sur le sol. Alors voilà, on a des choses Derrière, supplémentaires. Hein. Vous placez un piège ennemi sur une case qui vous est adjacente. Ah voilà. Alors là, je suis obligé de passer. L'aventurier ayant le moins de points de vie s'aperçoit qu'il marche sur une curieuse bouteille encore pleine. Vous gagnez une bouteille d'hydromel. Ajoutez cette substance sur votre feuille de personnage. La phase du maître des ombres commence. Ce tour-ci, les monstres attaquent l'aventurier avec le moins de points de vie max. Alors vous voyez ici, donc qu'est-ce qui se passe? On nous dit que ce tour-ci, les monstres attaquent l'aventurier avec le moins de points de vie max, sachant que c'est l'archer ici.
Donc déjà, je dois mettre un piège adjacent. Eh bien, je vais le mettre là, admettons, voilà, parce que adjacent, bien évidemment, alors on va le mettre même ici, voilà, on va le mettre ici, c'est plus simple, parce que du coup, moi, je me balade de manière orthogonale, je m'en fous, mais lui, du coup, va choper le monstre, va choper l'archer. L'archer, bah, vous voyez hein, qu'il a 10 de déplacement, donc il va y aller très facilement. Il va faire 1, 2, 3, 4. Hop, il va se mettre ici. D'ailleurs, ça, on remplace avec une porte ouverte. Il va attaquer. Il attaque, on le rappelle, avec un dé noir qui se trouve ici. Hop, et il lance le dé. Il fait du coup un crâne. Là, l'archer doit sauvegarder avec un bouclier automatiquement. Donc je lance le dé, je fais un bouclier, tout va bien, nickel chrome, il se passe que dalle, il l'avait vu auparavant. C'est au tour ensuite, eh bien, on va dire, tiens, de l'archer directement. L'archer qui va, entre guillemets, se remettre comme ça gratuitement et qui va ensuite attaquer, eh bien, le rat. Il lance le dé, il fait ici, par exemple, eh bien, une attaque qui lui donne un éclair. L'éclair, je me dis, bah tiens, je veux pas, mais lors d'une attaque avec une arme à distance, je peux modifier le dé. Et je ne peux pas modifier ici parce que c'est pas une attaque à distance. Du coup, eh bien, je vais lui donner un point de stamina ici, puisqu'il l'a quand même gagné. Le rat doit quand même se... Alors, le rat ne se défend pas, par contre, je suis désolé, il n'a pas de jet de défense. Et là, je me dis, je vais peut-être pas laisser le rat à côté, je vais essayer avec ma guerrière Xena de venir. Donc, je vais lancer le dé de déplacement. Alors, j'ai pas fini avec lui, j'ai attaqué une fois, et on va dire que, bah tiens, oh là là, qu'est-ce que je peux faire? Donc je peux me concentrer, c'est de gagner un autre truc comme ça. Je peux pas lancer de sort parce que j'ai déjà attaqué et c'est dommage. J'aurais dû peut-être lancer un sort, mais je pense que lui, il est plutôt pas mal. Allez, je vais me garder ça, ok, tac, je vais me garder ça comme ça, et du coup, je vais me mettre là-dessus. Alors, effectivement, il aurait peut-être fallu que je me déplace derrière pour que je fasse le coup bas. Pourquoi? Parce que le coup bas me permet de changer le dé directement sur une phase de truc. Voilà, là, j'ai mal joué. Bon, bah, c'est pas bien grave en soi. On va essayer de fouiller le tonneau avec la guerrière. Guerrière qui lance le dé, elle fait 3. Du coup, elle va faire 1, 2, 3 et 4 se mettre ici. Elle va fouiller du coup le tonneau et on va dire à Erune qu'on fouille le tonneau. La guerrière fouille le tonneau. Ah. Dans le tonneau, vous décelez une potion de résistance. Puis un sachet de liloudou. Avec un grappin. Ah, donc ça c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que la potion de résistance? Ben, la potion de résistance, c'est j'ajoute un bouclier à tous les jets de défense pendant un tour. Ça c'est plutôt pas mal. J'ai ensuite un sachet de liloudou. Cette plante est très appréciée par les mages qui en consomment régulièrement pour augmenter leur concentration. Grosso modo, on se dit que si on prend ce sachet de par le descriptif, on devrait gagner du mana qui se trouve là-dedans. Moi j'en ai plus qu'un, donc c'est plutôt peut-être pas mal de l'utiliser ensuite. Et j'ai un grappin. Le grappin, pour 4 cases de déplacement, l'aventurier franchit les oubliettes sans effectuer de test. Les oubliettes, c'est quoi? Eh bien, c'est à un moment donné, quand vous voulez déceler un piège, vous pouvez le retourner en une oubliette comme ça, ou alors si le piège se transforme en oubliette, l'oubliette reste à chaque fois dans le truc. Hein. Si c'est des fléchettes, vous enlevez le token, etc. Il n'existe plus. Donc là, j'ai fait mes 2 actions. Bah tiens, hop, ça c'est terminé, je peux plus fouiller, on va dire que je l'enlève. Et on va recommencer un tour, mesdames et messieurs, sachant que là, il y a une porte quand même, j'ai oublié. Hop, et on recommence un tour. Et je pense qu'on pourra faire ce dernier tour, et puis vous voyez grosso modo comment ça marche. Hop, nouveau tour. Le tour 3 commence. Guerrière, vous placez un piège ennemi sur une case qui vous est adjacente. La phase du maître des ombres commence. Les monstres attaquants en mêlée utilisent le talent robustesse ce tour-ci. Donc c'est au tour du rat. Le rat, lui, va aller juste derrière. Pourquoi? Parce que je vous expliquais, la zone de défense, c'était quand même, eh bien, les petits carrés qui se trouvent ici. Mais derrière, il n'y a pas de zone de défense. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre derrière. Il va attaquer. Et il va justement lui enlever son dé de défense. Et oui, le rat avait bien fignoler le truc. Du coup, il va lancer son dé. Il fait un bouclier. Il fait coup bas. Lors d'une attaque de dos avec une arme, eh bien, je modifie le résultat d'un truc par un crâne. Hop! Et il le modifie avec un crâne. Du coup, bah, je me prends un dégât avec l'archer directement. Et là, vous voyez, déjà, je perds, hop, un petit dégât là-dessus. L'archer, il va falloir qu'il fasse vraiment quelque chose. Donc, lui, il va du coup se mettre... il va peut-être partir, hein, parce que c'est un peu compliqué pour lui. Allez, il va lancer le dé, il fait 4. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va se mettre là-dessus.
Là, je bouge, vous voyez, hein, j'ai bougé avec lui. Il peut y avoir des attaques d'opportunité si vous bougez. Donc lui, il n'en a pas, hein, le rat, donc il n'y a aucun problème. Par contre, je vais pouvoir attaquer derrière cette fois-ci avec un dé. Je lance le dé, je fais un éclair. Et on me dit que j'ai coup bas. Donc hop, comme tout à l'heure avec le rat, eh bien, je mets du coup ce symbole-là et je tue le rat. Voilà, j'ai fait mes 2 actions avec lui. Il me reste 2 points de vie avec l'archer, donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Déjà, le maître d'ombre a déjà blessé celui-ci et celui-ci n'est pas blessé, donc il a déjà réussi potentiellement son objectif. Et je marque un point d'XP sur la fiche du personnage que joue l'archer. Alors ici, avec lui, bah, peut-être que du coup, je vais essayer de déstabiliser ce piège pour vous montrer grosso modo comment ça marche. Donc je lance un dé, je fais 5, donc je vais faire 1, je m'arrête ici. Je vais ensuite essayer de déminer bien, ce côté-là, je vais lancer un dé violet. Si j'arrive à avoir une petite roue comme ça, eh bien, comme celle-ci par exemple, j'arrive à désamorcer le piège, sinon bah, je me prends le piège. Du coup, eh ben voilà, je me prends le piège. Ça va vous permettre de voir comment sont faits aussi les pièges. C'est pour ça que je l'ai fait, hein, sinon en soi je m'en foutais. Donc alors on va dire que le guerrier active un piège. La guerrière active un piège. Vous chutez brusquement dans une oubliette. Vous ne pouvez plus utiliser de talent jusqu'à votre prochaine phase. Et voilà. Alors, je suis dans une oubliette, du coup, clac, donc ça se retourne. Je reste là-dessus, voilà, hein, j'ai fait du caca. Et du coup, je vais surtout prendre un dé rouge lors des oubliettes. Et je me prends un dégât, bah oui, parce que je tombe. Donc, vous voyez grosso modo ce que ça peut donner. Hein. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Alors, bien sûr, vous pouvez boire plein de choses. Il me semble que j'ai eu des... Qu'est-ce que j'ai dit du Wistek avec lui. Donc, je vais vous montrer grosso modo que quand on prend quelque chose, des bières, de l'herbe à pipe, du Wistek, des cristaux de mana, on peut avoir des conséquences supplémentaires, mais on peut avoir des effets aussi bénéfiques. Alors on va lui dire que voilà, là c'est vraiment pour simuler, on s'arrêtera là-dessus, que la guerrière utilise du Wistek. La guerrière boit du Wistek. À peine fini que vous êtes déjà en manque de Wistek. Vous gagnez un point de vie et perdez 3 points de stamina. Retirez la substance utilisée de votre inventaire. Alors vous voyez ce qui se passe et vous arrivez peut-être à entrevoir grosso modo ce qui va se passer plus tard. C'est que là, ma guerrière commence à déjà dépendre du Wistek. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on vous dit déjà qu'elle est en manque de Wistek. Du coup, je perds des stamina, donc j'en ai pas, je m'en fous, mais je gagne un point de vie. Et il se peut que dans 2, 3, 4, 5, 6 tours ou au tour prochain, on me dit que mon guerrier doit consommer du Wistek, sinon il perd un point de mana, ou sinon il perd un point de vie, ou sinon il n'a qu'une action à ce tour. Donc il y a plein de choses qui peuvent se déceler bien plus tard, et ça c'est vachement génial. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus parce que je vous ai montré grosso modo ce qui se passe. Quand vous jouez en solo, généralement, tout ce qui est attaque de mêlée, les joueurs vont venir au combat le plus proche, sauf si bien évidemment l'application vous dit autre chose. Mais si vous avez des archers gobelins comme celui-ci, ils vont juste venir quand ils ont une ligne de vue, voilà par exemple, et dès qu'ils ont une ligne de vue, ils tracent une ligne de vue et ils attaquent directement. Quand vous tracez une ligne de vue, vous prenez le milieu de votre socle, entre guillemets, vous ciblez ensuite le socle adverse. Si vous avez une ligne de vue, c'est parfait. Si on est dans ce cas de figure-ci, on n'a pas de ligne de vue, donc il n'y a rien du tout. Par contre, là, vous voyez, j'ai une ligne de vue sur l'archer, parce que ça va tout droit. Si vous avez, grosso modo, si c'était l'archer, entre guillemets, et on s'arrêtera même dessus, qui voulait tirer directement et qui souhaitait tirer sur le gobelin, il peut. Par contre, si c'est un échec, s'il n'inflige pas des points de dégâts, c'est le héros qui va se prendre une flèche perdue. Donc voilà, il faudra vraiment faire attention et utiliser les choses avec parcimonie parce que il y a plein de choses à faire. Allez, je vous fouille une salle pour vraiment vous donner le côté, ce qui se passe, etc. Et puis on s'arrêtera dessus. On va dire que le guerrier va fouiller la salle et vous allez avoir, grosso modo, vous avez vu principalement les actions qu'on va devoir faire. La guerrière fouille la salle. Vous soulevez une vieille planche en bois et vous récupérez une pièce d'or d'Aberlure. Avec une rune de connaissance. Et un sachet de liloudou. Et voilà grosso modo ce qu'on a. Alors, bien évidemment, je ne veux pas vous spoiler vraiment ce token-là parce que
Voilà, je veux vous laisser la surprise quand même. Voilà, sachez que quand vous n'avez pas d'arme, c'est compliqué. Mais peut-être que dans l'armoire, j'aurais pu trouver une arme. Peut-être que dans la salle, j'aurais pu trouver une arme. Peut-être que finalement, l'événement aurait pu me dire, je trouve une arme rouillée, etc. Donc, tout le storytelling va vous être apporté par l'application, application qui est de surcroît indispensable pour pouvoir jouer. Vous faites tout ceci jusqu'à gagner la partie avec les héros, puisque majoritairement, ce sont les héros qui vont mettre soit fin à la quête en la réussissant de bout en bout, ou soit annuler la quête. C'est là où il y a un petit côté un peu hasardeux, c'est que le maître des ombres ne pourra jamais mettre fin à la quête. Il pourra la gagner en soi, mais il ne pourra jamais y mettre fin, puisqu'il n'y a pas de condition de mise de fin pour le joueur d'ombre qui se trouve autour de votre table. Allez hop, on dézoome et je vais vous donner mon avis sur Erune en commençant par les choses que j'ai vraiment adorées à l'intérieur. Première chose, c'est l'univers d'Erune qui m'a séduit. Ça passe par une direction artistique où Quentin nous a permis d'avoir vraiment un monde propre à l'équipe et à la vision d'Arcada. Ça passe aussi avec le bruitage et surtout la sonorité et l'univers et l'ambiance sonore qui a été transposé ici avec Gaëtan de par des musiques qui vont faire écho aux Zelda, qui vont faire écho au Secret of Mana et Venmore. Donc vous allez voir qu'il y a tout un aspect derrière qui se met là-dessus. Vous allez aussi surtout avoir l'ambiance de par le matériel, un matériel qui propose une énorme qualité tant au point de vue des tuiles qui sont rigides, des cartes qui sont toilées, des dés qui sont gravés, mais aussi des figurines qui sont formidablement sculptées. Et tout ceci vous permet d'avoir une bonne expérience de jeu dans ce côté d'Erune. Un autre point que j'ai vraiment aimé, c'est le gameplay. Le gameplay et l'évolution des personnages que vous allez avoir. Le gameplay est très simple, il ne change pas non plus 20 milliards de choses. C'est vraiment principalement des choses que vous avez pu jouer dans Hero, est-ce que vous avez pu jouer dans les derniers Dungeon Crawler qui sont sortis dans les années 2000-2020. Et du coup, vous n'allez pas avoir de réelles nouveautés à l'intérieur d'un point de vue mécanique. Mais vous allez avoir quelque chose de super simple et qui marche très bien. Du coup, on n'a pas besoin d'ouvrir la porte, on se déplace directement, on gagne en fluidité. Vous allez avoir des zones de défense, donc à vous d'essayer de faire le côté stratégique où je suis dos au mur, personne ne peut m'attaquer derrière, donc je suis tranquille et je vais pouvoir me défendre. Ou du coup, vous mettre au centre de la tuile, mais si quelqu'un arrive derrière vous, vous n'allez pas pouvoir vous défendre et vous allez vous prendre des tatanes comme ça plein pot. Donc il y a ce côté aussi stratégique à prendre en compte et ce côté un peu technique que vous devez avoir tant pour le maître des ombres qu'avec bien évidemment les héros autour de la table. Vous allez avoir aussi l'aspect campagne et évolution de votre personnage. C'est là qui est le plus intéressant et c'est là où brille un tout petit peu plus Erune par rapport aux autres Dungeon Crawlers. C'est que vous allez avoir la notion de pièce, la notion de trésor, tout comme tout ce qui caractérise le porte-monstre trésor des Dungeon Crawlers, mais vous allez avoir surtout les gains de compétences et de niveau. Tout comme un Diablo-like, vous allez augmenter de niveau, vous allez augmenter de niveau de protection et d'armes, ce qui va vous permettre de vous stuffer directement. On avait plus l'habitude de se stuffer directement avec des cartes dans Descent, etc. Ici, il faudra avoir un prérequis de par les armes ainsi que les armures pour pouvoir justement se l'octroyer. Et c'est vrai que ce n'était pas négligeable, donc vous êtes poussé quand même à tuer un peu de monstres et surtout essayer d'avoir le maximum d'XP que vous pouvez avoir. Autre chose qui caractérise et qui est la force entre guillemets de cette Erune, c'est l'application que vous allez avoir. Bien évidemment, l'application va avoir des points négatifs et aussi des points positifs. Donc c'est un peu en dents de scie. Vous allez la retrouver ici, mais vous allez aussi la retrouver dans les points que j'ai un peu moins aimés. L'application vous permet déjà de balayer l'ensemble des cartes armes, armures, ainsi que tout ce que vous allez trouver dans le monde des runes, puisque c'est géré directement par l'application. Et là, vous allez gagner en confort de jeu, mais vous allez aussi gagner en table de jeu, c'est-à-dire pas avoir 20 milliards de cartes partout, pas besoin de sliver les cartes, pas besoin de trier les cartes en amont, tout se fait avec l'application. Et c'est là où on arrive à entrevoir peut-être l'avenir des runes, où on se dit, au fur et à mesure, plus la communauté va grossir, et plus ils vont rajouter des quêtes supplémentaires, un éditeur de map qui est d'ailleurs dans les tuyaux, et surtout du stuff supplémentaire. Donc, tout comme un Diablo, qu'on a pu voir sur PC si vous êtes aficionados de ce genre de jeu de hack and slash, vous avez certaines saisons où ils vous mettent plein de stuff, à vous de le découvrir. Donc on peut envisager un peu ce côté-là des runes, donc par la suite bien évidemment, avec, vu que c'est toute une base de données qui est mise en amont, avec du script, essayez d'avoir des trucs légendaires qui peuvent pondre à droite et à gauche, si bien que moi, en 2 runs de jeu, j'ai fait les 4 premières quêtes, ça m'a pris à peu près 10 heures avec 2 personnages de part et l'autre, j'ai essayé l'ensemble des classes, et du coup,
je me dis, bah tiens, je suis tombé sur une arme légendaire dans l'armoire, c'est ouf, c'est la première quête. Et voilà, j'ai refait ensuite 4 quêtes et je suis tombé sur 0 légendaire. Donc ça, c'est plutôt sympa, voilà, ce côté un peu storytelling, on va essayer d'avoir ce côté qui nous donne, entre guillemets, l'aspect jeu vidéo, un jeu de rôle, etc. Le dernier point positif que vous allez avoir à l'intérieur, c'est l'aspect replay value que vous allez avoir. Il y a une dizaine de quêtes à l'intérieur dans la boîte basique auxquelles vont s'ajouter 8 quêtes en héroïque. Du coup, ça vous fait 18 quêtes au total si vous prenez la boîte héroïque. Vous allez avoir une seule et même fin. Ça, c'est super important de le noter. Les 8 quêtes en héroïque vont pas changer le cours de votre campagne. Enfin, ils vont le changer de par le storytelling et renforcer l'aventure et puis l'univers des runes. Par contre, ils ne vont pas changer la fin. Donc ça, c'est super important de le noter. Attention, vous avez 2 boîtes, mais une même fin dans les 2 boîtes. Que ça soit clair un peu dans l'esprit. Donc voilà, comme ça, vous dites pas, ah ouais, merde, l'héroïque, je vais avoir une autre fin. Non, c'est 2 fins pareilles, sauf que vous allez avoir plus de quêtes, etc. Il y a certains donjons qui vont vous mettre grosso modo 1 heure, 1 heure et demie. Ça, c'est pour les premiers. Plus vous descendez, j'ai commencé à feuilleter un tout petit peu, plus on a des grosses tuiles, etc. Un donjon, voilà, qui est de plus en plus gros. Et je pense que sur ce genre de donjon, on est grosso modo sur du 4 heures, je pense, pour un donjon. Donc comptez sur une vingtaine, 25 heures pour la campagne de base avec les 10 quêtes. Comptez peut-être, on rajoute le double, ouais, comptez une 35-40 heures, je pense, pour les 18 quêtes dans l'ensemble, voilà, qui vont vous renforcer un tout petit peu. Donc il y a de quoi faire quand même dans ce Erune, et vous pouvez revenir avec d'autres archétypes. Donc ça, vous pouvez refaire la campagne avec d'autres archétypes. Ça ne va pas vous gâcher la chose, et c'est surtout intéressant parce que vous allez looter d'autres choses. Donc ça, c'est super bien aussi, parce que voilà, vous allez avoir des choses supplémentaires, etc. Sachant que le loot, se fait de manière très aléatoire, les événements aussi. Ce qui ne va pas changer, c'est les PNJ ainsi que la mise en place, etc. Donc le donjon va rester toujours le même, voilà, sauf si vous allez trouver une trappe, vous allez l'utiliser et auparavant vous ne l'avez pas fait, etc. Donc tout ceci, par contre, ne va pas changer. Voici grosso modo pour les points positifs et les trucs que j'ai vraiment adoré dans Erune. Maintenant, on va passer aux points négatifs. Bah oui, il y en a. Il y en a dans tout jeu, il y en a. Si, vous me dites non, mais il y en a quand même. Le premier point négatif qu'on va avoir à l'intérieur, et je mets d'entrée de jeu l'application, comme ça, voilà, on sait que c'est quand même celle-ci. C'est l'application. L'application, pourquoi? Je vous ai dit que c'était un bon point positif à l'intérieur, sauf que, force est de constater, vous faites tout avec l'application. Erune, je fouille. Erune, je soulève la table. Erune, je fouille la pièce. Erune, j'ouvre la porte. Si bien que des fois, c'est même un peu redondant, parce que vous remontez vite le truc, et c'est vrai que c'est un peu compliqué, donc moi, je vous conseille de noter les mots-clés à dire quand vous ouvrez la porte, parce que sinon, il faut remonter avec l'ensemble des événements. C'est vrai que c'est un peu chiant, du coup, on ne peut pas revenir vite au truc en disant « Ok, j'ai ces 2 choix à dire », c'est un peu compliqué. Et du coup, voilà, je me les note à côté. Donc moi, j'ai carrément noté les phrases que je devais dire parce que je ne voulais pas remonter, etc. Donc ça, c'est vrai que ça peut être hyper... Alors, c'est pas que ça peut être hyper intrusif, c'est intrusif de ouf. Voilà, tout se fait avec l'appli. Je fouille, je regarde, je fais ça, je bois l'hydromel, qu'est-ce que ça fait, machin, etc. Tout cela, c'est fou l'appli. La voix robotique que vous allez avoir, ils l'ont changé. En toute transparence avec vous, au début, c'était pire que ça. Hein. C'était même pas ça du tout. C'était nanana. C'était un truc super saccadé, horrible. Et là, ils l'ont harmonisé. En plus, ils l'ont harmonisé avec des pièces d'or qui tombent quand vous trouvez de l'or, etc. Donc franchement, il y a du taf derrière. Hein. Il faut quand même leur octroyer ça. Par contre, si vous n'avez pas la voix à la Siri-like qui est caractéristique du mobile Android et puis Apple, malheureusement, ça va être un truc qui va vous faire sortir. Très honnêtement avec vous, j'ai passé une dizaine d'heures de jeu à l'intérieur et je mets vraiment l'accent parce que je sais que c'est ça qui peut un peu vous rendre nerveux et frustré. Ça va vous frustrer si vous n'aimez pas du tout les jeux avec appli. Par contre, passer, on va dire, 1h30, 2 heures de jeu, on va dire le premier donjon, au début, ça vous sort un tout petit peu. Allez, je fouille, et rune, machin, enfin la guerrière fouille. Vous vous dites, ça me sort quand même un petit peu. À la fin, très sincèrement, moi, au bout de 3-4 heures de jeu, c'était devenu automatique et machinal et je l'oubliais directement. C'est mon sentiment, encore une fois, attention, je vous dis pas, non, si vous pensez pas ça, vous avez tort, etc. C'est pas ce que je dis. Je dis que moi, dans mes 10 heures de jeu, je l'ai oublié à la fin. Maintenant, si vous pouvez pas passer outre, je vais pas vous dire, vous êtes des connards, vous savez pas jouer. Non, c'est vraiment tout à chacun, à vous d'appréhender la chose. C'est pour ça que je le mets à la fois en point positif et en point négatif. Elle est prédominante. Ça, c'est vraiment la pure transparence avec vous. Sinon, j'aurais aucune accréditation à vous continuer des vidéos si je vous racontais de la merde. Donc voilà, ça m'a pas dérangé. Mais je vous mets ça en point négatif parce que ça peut déranger et ça peut même refuter et enfuir les gens. Voilà, je vous le dis, c'est carré entre nous et on est d'accord.
Autre point négatif à l'intérieur qui m'a gêné, c'est le système hasardeux, bien évidemment, des combats. Quand je vous dis ça, c'est pour l'ensemble des dungeon crawlers, ce n'est pas propre à R1. J'ai passé des fois 3-4 séquences de jeu pour tuer un gobelin. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il était dos au mur, parce qu'il n'avait pas besoin de se déplacer, et parce que du coup, le prendre de derrière, c'était compliqué. Du coup, je tapais avec la guerrière avec 2D, je relançais, non, que des boucliers, que des surges, et là, je me disais, waouh, ça va être un peu chaud. Lui tapait à côté, que des boucliers, et moi, j'avais que des dégâts, je pouvais rien faire. Et c'était, voilà, des combats un peu de tac, 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 tac. Alors, moi, ça m'a pas plus dérangé plus que ça, mais force est de constater quand même que vous allez avoir des séquences qui peuvent vous paraître un peu longues. Alors, bien évidemment, vous pouvez pallier à ça avec, on va dire, des sorts. Vous pouvez repousser le gobelin, du coup, s'il se cogne contre un mur, il perd un point de vie, il a qu'un point de vie, il meurt. Alors voilà, vous pouvez pallier aussi à plein de trucs, mais gardez en l'esprit que quand vous n'avez plus de mana ou que du coup c'est vers la fin et c'est compliqué, vous pouvez laisser sur des zones comme ça de va-et-vient où vous allez vous taper des échanges un peu de boucliers et surtout d'épées. Voilà, il faut le noter un tout petit peu, c'est pas propre à R1, mais c'est propre à l'ensemble des Ameritrash, mais je préfère quand même vous dire qu'il y a des grosses séquences à un moment donné, si vous n'avez pas de chance, l'aléatoire du dé peut vous mettre quand même dedans. Un autre point négatif aussi à l'intérieur, c'est ce côté où justement le joueur ombre ne peut pas mettre fin à la quête. Je vous dis ça pourquoi? Moi je l'ai comparé aussi à Descent de manière assez naturelle parce que ça fait quand même partie d'un dungeon crawler. Et Descent, lui, vous avez deux visions. Là, il y a la vision qui vous permet de mettre fin avec les objectifs des zones d'ombre, enfin du maître du mal. Et les héros, donc ils ont deux objectifs à faire. Celui qui arrive à faire le premier, donc ça s'arrête directement. On est d'accord. Ici, vous allez avoir un objectif, mais c'est un objectif de points d'expérience, uniquement pour le joueur d'ombre, c'est-à-dire que lui, il va gagner des points d'expérience, et au fur et à mesure, plus il en gagne, et plus il va vous mettre des tôles et des tôles. Par contre, les héros sont les seuls tributaires à mettre fin à la quête, ou alors à abandonner la quête si c'est vraiment trop dur. Et j'ai trouvé ça un peu dommage de ne pas avoir ce côté où, par exemple, si vous êtes avec un boss, vous tuez l'ensemble des aventuriers, vous pouvez pas repop, c'est terminé, le boss a gagné, vous allez dans un autre truc, ou alors vous recommencez la quête, mais le boss est plus là, il part. Voilà, moi j'aurais aimé ce côté, voilà, un peu storytelling, un peu plus poussé, que je retrouve pas un peu dedans. C'est dommage. Alors, c'est bien narré, etc. Le doublage est de qualité, là, il n'y a aucun problème, mais j'aurais aimé voulu avoir, voilà, si on joue avec un mec d'ombre, de pas se dire, ok, allez, je pop, et vous faites un peu ce que vous voulez. Ça aussi, c'est un truc qui m'a un peu dérangé. L'autre point aussi qui m'a dérangé, c'est l'effet de surprise que vous n'allez plus avoir. Là, je ne voulais pas dévoiler, je sais très bien ce qui se passait dans le premier truc quand vous allez mettre l'événement, mais voilà, pour pas vous spoiler entre guillemets, je l'ai laissé. Mais du coup, quand vous allez refaire la quête, vous savez que la map va pas changer, vous savez que du coup, les événements ne vont pas changer. Ce qui va changer, ça va être peut-être le choix. Si vous faites, voilà, vous trouvez un mec, vous lui dites ça, il va vous ouvrir un truc secret, mais il y a aussi un autre truc que vous n'avez pas vu dans la map, parce que la map, elle vous a dit, derrière l'armoire, il y avait finalement une salle, et il fallait fouiller l'armoire pour trouver la salle. Donc vous allez pouvoir retrouver comme ça, donc c'est pour ça l'idée de fouiller, c'est bien. Il n'y a pas un contour comme les demeures de l'épouvante qui vont mettre fin à la quête, donc ça c'est sympa. Sauf si on vous dit vite, 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 il y a plein de trucs qui arrivent. Du coup les gobelins vont vite s'agglutiner, il faudra vite, vite finir la quête parce que 10 gobelins comme ça, c'est chaud, ça commence à être compliqué. Donc voilà, il y a ce côté-là et qui, l'effet de surprise va manquer, plus vous allez monter et plus ça va un tout petit peu manquer. Et c'est vrai que c'est un peu déroutant. Et dernier point négatif du jeu, c'est le côté marchand. Pourquoi je vous dis le côté marchand? Pour la simple et bonne raison que quand vous allez avoir le retour en ville, l'application ne va pas simuler ce retour en ville. On va uniquement vous rebasculer dans le sommaire, on va vous dire choisis la deuxième quête. C'est vrai que c'est dommage, moi je pensais voir le côté marchand qu'on a dans le livret en fait à la fin. On se dit ok, chez le marchand on peut acheter ça et ça. Et j'aurais préféré l'avoir directement sur l'appli parce que je me dis, ok, il faut que je reprenne le livre, machin, je peux acheter ça, machin, avec une gestion d'or, voilà. C'est dommage, moi j'aurais préféré vraiment avoir une gestion d'or directement à l'intérieur de l'appli avec le côté marchand en me disant, allez, je fais ça, ou alors, allez, je dépense mon or, etc. Donc, ça ne change pas non plus la face du monde, hein. Vous reprenez votre livre, ça se joue aussi très bien, ça vous permet un peu de sortir de la quête, mais j'aurais vraiment aimé avoir ce côté, voilà, voyage qui manque aussi. Dans Descent, on a le côté voyage, là, voilà, on n'a pas le voyage, on va vers une autre quête, c'est vrai que ça manque un tout petit peu, c'est dommage, donc voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui un tout petit peu manque, parce qu'on le connaît dans les dungeon crawlers actuels.
Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il est quand même assez inexistant. Avec les pour et les contre, qu'est-ce qu'il en ressort finalement de cette Erune, sachant qu'HeroQuest sort bientôt chez Pixie Game. Donc la question serait légitime à se poser, est-ce que je vais sur Erune ou alors HeroQuest, tant les jeux se ressemblent un tout petit peu. Je vais répondre d'abord sur Erune, sur voilà, ce que apporte vraiment ce jeu, et ensuite vous donner mon sentiment si vous devez aller sur HeroQuest, pas du tout, ou alors sur Erune, ou alors pas du tout. Moi j'ai vraiment adoré, très sincèrement, mes 10 heures de jeu sur Erune. J'ai adoré l'exploration, j'ai adoré le storytelling qu'il y a derrière, qui n'est pas poussé mais qui existe. J'ai adoré la BO qui me permet de retrouver l'acteur français qui fait la voix de Morgan Freeman et surtout de retrouver la personne féminine dont j'ai oublié le nom et je suis désolé, qui a doublé World of Warcraft. Donc voilà. Tout ceci me permet de revenir sur ma culture rétro-geek avec des musiques qui empruntent à Zelda, qui empruntent à Secret of Mana Evermore. Nul doute que vous allez vraiment adorer la chose. Prenez en considération que l'application a une part prédominante et super intrusive par rapport à votre jeu. Vous allez jouer qu'avec l'application. Par contre, au bout de 3 à 4 heures de jeu, franchement, ça va devenir tellement automatique. Vous allez parler à Erune, ça va devenir tellement naturel pour vous que vous allez carrément l'oublier. Par contre, au début, c'est vrai que l'immersion, vous allez vous enlever parce que vous allez avoir une voix robotique. À savoir que le doublage qui est de qualité, lui, est fait par l'introduction, par la fin de quête, mais surtout les PNJ que vous allez trouver à l'intérieur. Donc voilà, ça vous permet quand même de rentrer assez facilement. Quand vous allez parler à un PNJ dans l'égout, vous allez avoir un sentiment d'ambiance d'égout, une voix qui résonne, etc. C'est pas négligeable, ça vous renforce un peu ce côté immersion. Donc tout ceci est bien fait. Il a ses points négatifs que je vous ai listés, voilà, à savoir des quêtes qui vont ne pas vous donner la surprise à la fin quand vous allez pouvoir la refaire. Avec malheureusement ce côté-là qui peut vous empêcher de rentrer dans le jeu si vous n'aimez pas malheureusement ce côté application mobile quand vous jouez avec bien évidemment la chose, sachant que c'est uniquement application mobile, vous ne pouvez pas jouer sur PC. On est vraiment sur un truc application pure mobile, il n'y a pas de PC ni quoi que ce soit. Donc c'est uniquement là-dessus, mais avec une replay value assez dantesque, nul doute qui pourra vous contenir avec ce système d'évolution de personnage, de vous offrir un gameplay par rapport à votre guerrier, votre archer. Voilà, je veux un archer qui fait que des trucs magiques, je veux un guerrier qui soit assassin, qui tape derrière hyper vite, etc. Il y a plein de mécas à faire, il y a plein de méta à sortir, et franchement, je pense que si vous aimez tout comme moi HeroQuest, les dungeon crawlers et l'univers rétro geek, c'est une valeur sûre à avoir. Maintenant, la question se pose sur Descent, parce que je n'ai pas encore testé la V3, et du coup, il ressortira après le test que je vais faire aussi en vidéo dans pas si longtemps. Si Erune est pour moi le meilleur dungeon crawler de l'année sorti en 2021 ou alors si c'est Descent. J'avoue que j'hésite entre les deux. J'ai pas encore justement testé Descent pour me positionner dessus, mais force est de constater que celui-ci pose la barre déjà très haute. Et je pense que quand même Descent V3, lui sur le storytelling, il ajoute quand même pas mal de narration parce qu'ils ont vraiment poussé là-dessus. Mais en soi, celui-ci est un excellent dungeon crawler pour 2021. Là, il n'y a pas de question à se poser. Maintenant, on revient sur HeroQuest. Moi, j'étais friand de partir sur une boîte d'HeroQuest. Pourquoi? Parce que j'ai du mal à trouver une ancienne boîte, parce que c'est super cher. Et du coup, je me dis, allez, autant repartir sur un matos. Maintenant que je possède Erune, très sincèrement et très honnêtement avec vous, je ne vois pas pourquoi j'irais sur le nouveau HeroQuest, parce que du coup, il est meilleur, Erune. Il propose, et c'est la continuité d'HeroQuest, c'est même carrément le renouveau et l'essence même d'HeroQuest. Ce qu'aurait dû être HeroQuest chez Hasbro, c'est Erune, avec un nouveau système de jeu, de nouvelles quêtes, avec plein de choses à faire à l'intérieur, l'évolution des personnages. Voilà ce qu'aurait dû être HeroQuest vraiment en 2022, et non pas une vulgarisation avec juste un reskin, et puis du coup, allez, démerdez-vous, vous jouez comme dans les années 80-90. C'est pas possible, c'est impossible de nous sortir un truc comme ça, c'est se foutre de la gueule du monde. Donc du coup, si vous posez la même question que moi pour le même prix, partez sur Erune, ça ne sert à rien de partir sur HeroQuest, c'est carrément une merde monumentale, parce que c'est uniquement un reskin et je me vois mal jouer comme dans les années 80-90, même le temps d'une soirée. Donc du coup, voilà, si vous le prenez, c'est uniquement pour la collection, sinon en termes de méca, très sincèrement, on va se faire chier. Voilà, vous avez mon avis sur Erune, un excellent dungeon crawler de 2021. Merci infiniment Arcadia Studio qui nous a permis de nous donner ce petit bijou et qui vous permet justement d'arpenter
les donjons souterrains. Si vous souhaitez bien évidemment une campagne, mettez-moi en commentaire et j'essaierai de mettre ça en place, à savoir eh bien, une map par mois avec voilà, des noms de personnages, etc. Donc je vous fais un rappel là-dessus. Et puis surtout, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez des runes, de ce que je vous ai montré, si vous allez eh bien, aller dessus ou alors pas du tout. Et si vous voulez une partie qui vous montre vraiment le tout premier scénario, n'hésitez pas, je vous montrerai directement ça là-dessus. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, à bientôt, ciao ciao!